Quand on pose intelligemment des questions à des gens, il se passe des choses profondes et bouleversantes chez eux. Et si on devient un peu un maître dans l'art de questionner, eh ben, on peut vraiment offrir une chance énorme aux gens. Donc, je suis issu de la très grande pauvreté. J'ai pas eu de parents. Ma mère est morte en m'accouchant et mon père avait pas voulu rester avec elle. J'ai vécu dans une famille de substitution avec alcoolisme, etc. J'explique que chez les consultants, il y a des gens qui ont des espèces de traumatismes à l'envers. Puis un jour, ils ont été premiers de classe et ça a été tellement beau, tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Ils ont été tellement valorisés par leurs parents que après, c'est devenu un espèce d'esclavage. Il faut qu'ils soient premiers. Bienvenue dans le podcast La clé de soi. C'est un rendez-vous pour les femmes qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Ici, on parle de tout ce qui bloque notre potentiel, ce qui limite notre audace, ce qui empêche notre épanouissement, mesdames. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de découverte de soi. Je suis coach en transformation personnelle. Alors, si vous sentez que vous vous êtes oublié dans votre quotidien, que vous vivez une vie sous pression qui ne vous correspond pas ou plus, rejoignez le programme La Clé, mon accompagnement qui vous aidera à ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Pour cela, il vous suffit de programmer le rendez-vous téléphonique avec moi. Le lien est dans la description. Dans ce podcast, je vous réserve des rencontres passionnantes et des partages inspirants. Alors, abonnez-vous dès maintenant. Et si vous êtes prête pour l'épisode du jour, on peut commencer. Et aujourd'hui, j'ai un immense plaisir d'accueillir Stéphane Broutin. Bonjour Stéphane. Bonjour Julita. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Je suis content de faire cette interview avec toi. Donc voilà, la vie est belle. C'est le podcast que j'attends depuis des mois parce que on attendait la sortie de ton livre pour enregistrer cet échange. Et donc, ce sont choses faites. Ton livre, il est paru il y a quelques semaines. J'aimerais que c'est toi qui le présentes. Bah donc le voilà, ça s'appelle 12 clés pour coacher des consultants. Donc en fait, bon, c'est un livre que j'ai écrit pour relater un peu certainement la plus forte de toutes mes expériences dans le coaching, qui est le coaching de consultant. Donc ça fait 19 ans, donc sur la couverture j'ai mis 20 ans, parce que voilà, ça fait 19 ans aujourd'hui que je coach dans des grands cabinets de conseil. Donc vous voyez, les cabinets de conseil, ces entreprises qu'aujourd'hui on aime bien détester en disant que tout le malheur du monde vient d'elles, mais en fait dans lesquels il y a des vrais professionnels qui sont en général extrêmement triés sur le volet, qui sont les meilleurs des grandes écoles de HEC, de Polytechnique, etc., et qui vont conseiller les États, les entreprises dans leur stratégie. Et donc voilà, moi j'ai la chance de coacher ces messieurs et ces dames. Dans ton livre, qui est absolument magique parce que j'ai eu la chance de le lire, tu racontes souvent les séances, comment ça se passe, comment tu reçois ces personnes avec leurs problématiques. Alors, ces personnes, toutes aussi brillantes qu'elles soient, ont des problèmes comme j'ai envie de dire tout un chacun, les problèmes de confiance de soi, d'estime de soi, des casseroles qu'ils traînent un peu de leur enfance. Et tu racontes ces séances-là absolument passionnantes, mais tu entremêles tout ça avec ta vie perso et ton parcours, ce qui rend ce livre très touchant et ça nous donne l'impression de rentrer dans un conte de fées parce qu'on a tous les ingrédients. On a l'enfance difficile, la sortie, un peu la fée qui arrive et qui te donne l'autre direction de ta vie. Est-ce que tu veux revenir sur ton parcours? Ouais, ouais, je veux bien. En fait, j'ai un parcours qui ressemble pas vraiment à celui de mes collègues qui coachent dans le genre de cabinet de conseil. Donc, je suis issu de la très grande pauvreté. J'ai pas eu de parents. Ma mère est morte en m'accouchant et mon père avait pas voulu rester avec elle.
J'ai vécu dans une famille de substitution avec alcoolisme, etc. Et je crois que, en fait, j'en ai tiré beaucoup de souffrance. J'ai beaucoup souffert dans ma vie et dans le début de ma vie. Et ben, ça a été l'occasion de travailler sur moi et de découvrir plein de choses. Ça a été vraiment mon école de formation. Oui. J'ai aussi eu la chance de militer dans une organisation de jeunesse, une organisation chrétienne qui s'appelait la Jeunesse ouvrière chrétienne, et où mon regard s'est aiguisé sur le fait de dire, quand on pose intelligemment des questions à des gens, il se passe des choses profondes et bouleversantes chez eux. Et si on devient un peu un maître dans l'art de questionner, eh ben, on peut vraiment offrir des chances, une chance énorme aux gens. Donc voilà un peu le parcours qui m'a amené. Donc c'est à ce moment-là, quand tu as travaillé dans les associations, que tu as découvert le coaching qui ne s'appelait pas le coaching pour le moment. Ouais, c'est ça. En fait, le travail dans les associations, euh, quelque part, c'est un travail dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de budget et où on est obligé vraiment d'inventer. Donc, moi, j'ai dirigé plusieurs associations, mais j'étais directeur général, plus directeur de la formation, plus directeur de la presse, parce qu'on n'avait pas les moyens d'embaucher plusieurs personnes. Et puis aussi, la dernière association où j'ai travaillé s'appelait Vie Libre et c'était une grosse association de lutte contre l'alcoolisme. Donc l'alcoolisme, c'est vraiment un problème compliqué. Accompagner un malade alcoolique, c'est vraiment quelque chose de difficile et il faut développer des trésors immenses en capacité d'écoute, de reformulation, de manière de guider. Et ça a vraiment, toutes ces choses-là, ça a vraiment été mes formations de base. Est-ce que tu accompagnes aujourd'hui des personnes dépendantes de l'alcool? Dernièrement, j'en ai accompagné deux qui sont arrivés un peu par hasard par le bouche-oreille. C'est plus vraiment mon métier de base, je veux dire. Mais éventuellement, je peux faire ça, ouais. Parce que comment tu décrirais aujourd'hui ton métier de base? Ah bah, c'est certainement le coaching de consultant. Parce que je sais que tu fais des formations, souvent des thérapies Ouais. brèves. Ouais. Est-ce que ça fait partie de ton métier de base ou c'est annexe? Ah, c'est un truc qui me nourrit beaucoup, que j'aime énormément et qu'on peut considérer un peu comme annexe. C'est-à-dire que, effectivement, je forme des coachs à des techniques particulièrement puissantes. C'est une formation où la porte d'entrée est assez étroite. En gros, je forme les gens que je connais ou d'anciens clients ou etc. L'idée, c'est de former des groupes où on s'entend bien, où on a envie de travailler les uns sur les autres, où on a envie de s'entraider, tout ça. Donc oui, je forme des coachs, mais c'est à peine si je le dis, quoi. Mais parlons de ton aspect de formateur, parce Ouais, que tu travailles à Paris 2, ouais. où tu es formateur des coachs. Est-ce que tu veux nous dire plus sur cette activité-là? Alors à Paris 2, précisément, j'interviens dans un module sur hypnose et coaching, avec un paradoxe, c'est que j'utilise plus l'hypnose de aujourd'hui. J'ai beaucoup hypnotisé mes clients dans le passé, c'est quelque chose que je fais plus. Mais Pourquoi? en même temps, parce que c'est un peu lourdingue l'hypnose, il y a des tas de peurs par derrière, ça prend du temps, il y a des protocoles compliqués, etc. Aujourd'hui, enfin, le monde du coaching et de la thérapie brève a vraiment évolué, quoi. Et il y a autant de différences entre un téléphone filaire et un téléphone portable qu'entre une séance d'hypnose à l'époque de Freud et ce qu'on peut faire de façon légère, agréable en séance aujourd'hui. Mais en même temps, par derrière, il y a un modèle qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que le conscient, l'inconscient, qu'est-ce que c'est qu'une suggestion, en quoi l'être humain est suggestionnable, en quoi il ne l'est pas, comment est-ce qu'on peut le suggestionner de manière à l'aider à grandir, à dépasser des difficultés. Voilà, ça c'est un monde qui est complètement passionnant. Magnifique. Quand tu coaches aujourd'hui des consultants, c'est quelque chose qui a un parcours lent ou tu arrives à faire avancer ton client en quelques séances?
En général, c'est en quelques séances. Alors, j'ai une particularité, c'est je cherche à faire des séances longues et peu de séances. D'abord parce que c'est des gens qui ont énormément d'obligations, ou qui n'ont pas tant de temps que ça. Donc une séance avec moi, c'est 3 heures, ça peut même aller jusqu'à 4 heures. Ah oui. Hein. Mais par contre, je vais essayer que le problème soit réglé en une séance ou en 2, 3, 4, 5, selon l'étendue des choses qu'il y a à faire. Ouais. Mais ça a toujours été ça. C'était longue séance, mais coaching le plus court possible. Alors, pour ceux qui ont lu ton livre et tous les autres, j'invite à le faire. On aperçoit tes méthodes que tu utilises dans les coachings, les différentes thérapies brèves. Personnellement, j'ai eu la chance de bénéficier d'une séance où tu m'as fait avancer également avec une méthode bien particulière. Comment tu choisis la méthode que tu vas utiliser dans la séance? Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que coacher n'est pas utiliser des méthodes. Un coaching, c'est une espèce de longue discussion avec un client sur un thème précis qui est le sens de la vie du client et où on va essayer de le faire avancer. Par contre, Mhm. généralement, ça se passe pas si bien que ça, il y a des os. C'est-à-dire que à un moment, les personnes comprennent ce qu'elles devraient faire, etc., mais elles sont bloquées. Et c'est là qu'interviennent des techniques de thérapie brève. Par exemple, il y en a une qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Techniques, technique de libération émotionnelle. En fait, l'idée, c'est de tapoter sur des points qui sont des points d'acupuncture et qui apaisent des émotions. Hein. Ouais. Euh, donc, la manière de travailler, c'est en général de discuter avec le client. Je vais vous prendre un exemple qu'il y a dans le livre. Donc, une consultante qui est élue associée et donc qui se met à avoir une responsabilité mondiale et en même temps, elle déclenche une espèce de phobie à prendre l'avion. Mhm. En fait, quand quelqu'un vit quelque chose comme ça, c'est pratiquement impossible de la coacher. L'idée du coaching, c'est vraiment de l'aider à définir qu'est-ce qu'elle va faire de sa nouvelle responsabilité, etc., etc. Mais en fait, toutes les 2 minutes, elle dit, oh, mais je peux pas, faut que je prenne l'avion. Oh, mais je peux pas, mais j'ai peur, et puis je sais pas d'où elle vient cette peur, etc. Et donc là, si effectivement on a un espèce de savoir-faire, on peut tapoter sur des points qui correspondent à des peurs et on va voir la peur évoluer. Donc dans ce Ouais. cas-là, la personne, elle va dire, ah, ben oui, Et là, en l'occurrence, elle s'est rappelée d'un épisode de sa vie où elle avait lu un livre de vulgarisation scientifique et où elle s'était dit, alors elle avait lu dans ce livre que si le câble d'un ascenseur cassait, on se retrouvait dans un état qui ressemblait à de la lévitation dans l'ascenseur parce Ouais. que l'ascenseur et son corps tombaient à la même vitesse. Et elle avait eu extrêmement peur en lisant ça, en se disant ça doit être terrible comme sensation. Quand elle a été élue associée, elle s'est dit qu'elle allait prendre plus souvent l'avion et inconsciemment, le truc lui est revenu en tête. Et Ok. donc, elle a eu peur de... Son terme exact, c'était de la lévitation. Elle a- Et donc, il suffisait de lui faire répéter la lévitation pour la stresser, tout en tapotant sur des points pour la déstresser. Donc, la lévitation, la lévitation, la lévitation. Au bout d'un moment, il y a un espèce d'effondrement des deux. Et puis, la femme peut dire, ah ben là ça va mieux, je me dis que je peux prendre l'avion. Ok, bah reprenons ton coaching. Et donc, quels sont tes objectifs et tout ça. Voilà, il y a plein d'autres techniques avec des mots, avec des visualisations, etc. Mais souvent le but, ça va être le même. Ça va être de faire une petite tranche de 5-10 minutes dans le coaching où on va enlever un problème avant de pouvoir recommencer à réfléchir à des questions de fond. Alors, toutes ces personnes qui sont, donc, comme tu as dit, brillants avec des études souvent très cartésiens, comment ils réagissent sur ces méthodes qui, comme je les appelle, sont parfois un peu perchées? En général, très bien. Je crois, bah déjà, mes clients, c'est vraiment des gens fantastiques. Et même s'ils sont cartésiens, ils ont vraiment un esprit qui est ouvert à découvrir plein de choses. Et donc, quand on peut leur faire découvrir des choses, ils sont intéressés. Et même dans des cas d'exception où ça passe pas a priori bien, ça va bien passer parce que ce qu'ils cherchent, c'est l'efficacité.
et on est dans un monde d'entreprise et l'entreprise, elle veut de l'efficacité. Donc je me rappelle d'un gars, enfin, à qui je dis, mais en fait, ce que tu as peur, là, elle est engrammée dans ton corps, il faudrait travailler là-dessus. Est-ce que je peux te tapoter sur des points d'acupuncture? Le gars, il me répond, c'est bien utile. Oui. Et donc, je commence à le tapoter et il voit que sa peur disparaît. Et là, alors c'était un ingénieur en plus, donc d'un Ouais. seul coup, son esprit d'ingénieur revient à la surface et puis il commence à me dire, ah oui, mais attends, ils sont où les points? Est-ce que tu connais des livres là-dessus que je peux lire? Est-ce que... Enfin voilà, l'idée c'est, quand on va mieux, on est conquis et on a envie de suivre. Aujourd'hui, on peut pas faire appel à toi comme une personne privée. En tout cas, c'est On compliqué. on peut. On peut, mais On va c'est... voir, on peut, et puis on va se téléphoner, et puis on verra ce qui est possible. Ouais. Oui, parce que ça, c'est ton côté extrêmement généreux d'une personne très, très bienveillante. Et effectivement, quand on a la chance d'être dans ton cercle, je sais que tu as cette générosité-là, mais tu n'es pas aujourd'hui un coach qui est sur des réseaux et qui propose des programmes. Tu es plutôt celui qui, on se partage en coulisses et on s'arrache un peu entre les cabinets de conseil. C'est un peu ça, ouais. Mais en même temps, dans les cabinets de conseil, c'est très courant que quelqu'un me dise, ben, il y a mon épouse, ou il y a mon cousin, ou un tel, qui a tel problème, est-ce que tu veux bien le voir en séance privée? En général, je dis toujours oui. Hein. Moi, j'aime bien parler de Stéphane Broutin. C'est le coach VIP. Voilà, c'est... Mais avec des méthodes juste magnifiques et une efficacité qui est redoutable, un savoir-faire, 20 ans d'expérience et aujourd'hui auteur de ce livre magnifique que je conseille vraiment à tout le monde, 12 clés pour coacher des consultants, mais pas que. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai relevé 12 problèmes particuliers dans la vie d'un consultant. Mais certains sont très universels. Et celui qui sort d'une grande école où il a toujours été le premier arrive avec une gigantesque peur d'un cabinet de conseil parce pour la première fois de sa vie, il est très moyennement intelligent, voire vraiment moins que la moyenne. Hein. Et donc, il va avoir plein de peurs. Ça, c'est une des problématiques. Il y a des évaluations continuelles dans ce genre de boîte, extrêmement poussées tous les 3 ou 6 mois. Ça, c'est une autre problématique. Il y a des élections pour devenir actionnaire. C'est aussi une autre problématique de vivre une problématique d'élection. Il y a des choses complètes, comme tout le monde, il y a des choses complètement inconscientes. Et donc, va falloir réussir à comprendre qu'est-ce que la personne se rend même pas compte elle-même. Vous voyez, il y a les questions de sens. On me dit de temps en temps, j'en ai marre de ce boulot, à quoi ça sert d'enrichir le CAC 40? Et c'est une vraie souffrance qu'il faut être capable d'écouter et être capable d'adresser. Voilà. Donc, il y a un peu ces 12 problématiques-là. Et donc, je les ai toutes charpentées de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une petite introduction où j'explique quand même de quoi il s'agit. Il y a une petite conclusion où je conclus. Et entre les deux, il y a une grosse partie qui est où je raconte en live une séance de coaching, ou une ou deux des fois, ou trois ou quatre, ou huit dans un cas. Mais c'est raconté un peu comme dans un roman, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues, Oui. j'explique que la personne change de couleur à ce moment-là, elle se met à avoir peur, à marcher, voilà. J'ai voulu un peu pouvoir emmener les gens, parce qu'en même temps, le coaching, très souvent, trop souvent, c'est quelque chose qui a l'air d'être, comment dire, vu comme un mystère. On dit aux gens, qu'est-ce que vous faites en coaching? Ils répondent, ouh là. Oui, ça c'est très différent de la psychothérapie. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Ah, on a des techniques à nous et tout et tout. Il n'y a rien de secret, je veux dire. Au contraire, c'est une bénédiction pour l'humanité pour aller mieux. Donc, faisons connaître cette bénédiction. Et toi, aujourd'hui, tu as une grande expertise dans le monde de consulting parce que tu connais très bien leurs problématiques, leurs enjeux, leur façon de fonctionner. Qu'est-ce qui te fascine aujourd'hui dans ce monde-là?
c'est des personnalités qui sont un peu à part. En fait, il y a une réelle intelligence, on peut dire clairement supérieure à la moyenne, même très clairement, qui fait que les gens fonctionnent pas pareil. Je veux dire, si je vais prendre des choses qui peuvent arriver à tout le monde, mettons, s'il y a on perd un de ses parents, c'est pas la même chose de le perdre et d'en penser quelques trucs et de le perdre et d'avoir 200 000 pensées qui, qui vont se faire avec. Donc il y a des manières de souffrir, d'appréhender le monde, etc., qui sont vraiment particulières et qui sont vraiment touchantes. Il y a une espèce de grande curiosité. Donc, pour beaucoup, en plus, dans ce type d'entreprise, ce qu'on recherche vraiment, c'est le profil carré, ingénieur, etc. Mais un ingénieur, c'est pas seulement un mathématicien, c'est aussi quelqu'un qui se demande toujours comment il fait le monde et qu'est-ce qu'il peut apporter, tout ça. Et ouais, c'est c'est des gens qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose, par contre, qui peuvent être très, très souffrants, qui peuvent être très seuls aussi. J'ai un client qui avait fait l'ENS, donc l'école normale supérieure. C'est à peu près ce qui se fait de mieux en école, quoi, vous voyez. Et grosso modo, il m'avait raconté qu'à un moment où il allait pas bien professionnellement, il ne rencontrait que des gens qui lui disent, mais t'as fait l'ENS, moi, qu'est-ce que je peux t'apporter? Je peux rien t'apporter, faut que tu te débrouilles tout seul. Ouais. Alors que c'est pas vrai, ils ont autant besoin d'écoute que les autres, hein. Mais Mais effectivement, ça peut faire peur. Et il y a des gens, beaucoup de gens qui sont incapables de les écouter parce qu'ils ont peur d'eux. c'est une peur de quoi? Les gens qui les fréquentent, ben, je crois ils ont peur de se sentir ridicule à côté, ils ont peur de se sentir dépassé, de se dire, bah, il est tellement intelligent qu'il doit avoir compris tout seul comment faire, donc moi, qu'est-ce que je peux lui apporter, etc. Alors que on n'apporte pas énormément de choses aux gens, on leur apporte des choses avec notre cœur, avec notre écoute et tout ça, mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Moi, je suis pas énormément scolarisé, je suis vraiment un autodidacte. Et c'est tant mieux. Dire, les consultants, à certains moments de leur carrière, ils ont besoin de clones qui sont comme eux, qui ont fait les mêmes grandes écoles, pour leur donner des conseils. Et à un moment, ils ont besoin de gens qui sont le contraire d'eux, un peu comme moi, pour leur apporter un autre angle de vue, pour leur apporter autre chose que du savoir. Voilà. Est-ce que ton positionnement que tu assumes pleinement et on sent que c'est quelque chose qui est avec quoi tu es très très à l'aise, est-ce que c'est venu au fur et à mesure et tu n'as jamais eu ce sentiment d'être moins bien ou pas légitime d'aller vers ce type de personne ou c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure? En fait, je crois que j'ai eu la chance d'arriver dans ce milieu en sachant même pas ce que c'était. C'était, bon, je raconte ça dans mon livre. C'était Oui, donc je c'est faisais vrai. des études de coach et à Noël, je veux faire un cadeau à mes camarades et donc je leur dis, bah, écoutez, j'ai plein de connaissances très peu connues en France, à jamais enseigné tout ça. Si vous voulez, je vous forme à ça. Comme ça sera mon cadeau de Noël et ça vous servira dans votre métier. Vient à cette formation une des profs, Bernadette. Et Bernadette adore la formation et elle me redit, ben moi je travaille pour un grand cabinet de conseil, est-ce que tu voudrais bien refaire cette formation chez nous? Et donc je suis arrivé, alors j'ai repéré effectivement que j'étais dans la plus belle entreprise que j'avais jamais vue sur les Champs-Élysées, enfin, etc., etc. Bon, c'est comme ça, tu vois, c'est une entreprise qui a de l'argent. Et puis après, je me suis retrouvé face à des étudiants qui comprenaient tout à une vitesse hors du commun. J'avais jamais vu ça, je revenais pas. Ouais. Mais bon, et puis de là, il y en a un premier qui m'a demandé que je le coach, et puis son coaching était un vrai succès, et puis il y a eu du bouche à oreille, voilà. Mais c'est vrai qu'au début, je me rappelle d'un des premiers clients que j'avais, avant d'aller le voir, j'avalais deux, trois guronsans, donc de la caféine, en me disant, si j'arrive pas à réfléchir aussi vite que lui, enfin, il faut que je réfléchisse aussi vite que lui. Puis après, le rythme s'est pris, je veux dire, voilà. Maintenant, je n'ai plus Ouais. peur de quelqu'un qui a 12 idées à la fois, qui les présente tout en même temps et tout. Voilà, on s'habitue. C'est passionnant. Il y a un autre sujet qui est passionnant que j'aimerais que tu nous racontes, c'est l'écriture elle-même de ton livre. Parce que j'ai eu la chance aussi de la suivre d'assez près et je sais que Oui. ce n'était pas un fleuve tranquille. Je sais que tu as pris beaucoup de plaisir de l'écrire.
mais que les obstacles ont commencé après. Est-ce que pour ceux qui ont envie de se lancer, tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Je peux vous raconter mon histoire. Comme je disais, je suis un autodidacte. Il y a des fois, on fait des choses dans la vie qui semblent inutiles et qui se retrouvent très utiles. Style Steve Jobs qui apprend les polices de caractère pour rien. Et puis un Mhm. jour, à la tête de Macintosh, c'est ça qui fera la différence. Donc, moi, il se trouve que j'ai vraiment étudié de près le coaching d'auteur. Et j'ai jamais coaché un seul auteur, mais je connaissais du coup un tas de principes sur comment on écrit et tout ça avant de me lancer. Donc, ouais, quand je me suis lancé, au départ, c'était quand même assez terre à terre comme idée. C'était pour me faire connaître, pour avoir plus de clients. Voilà. Mais c'était bien parce que ça permettait que du coup, j'étais assis devant mon ordinateur à commencer à mettre des idées en place. Et assez vite, j'ai eu l'idée de publier sur LinkedIn ce que je publiais au fur et à mesure que je le publiais. Oui, Voilà. Et puis bah là, j'ai vu vraiment plein de réactions extrêmement enthousiastes. Et puis des gens qui, alors sans le dire vraiment, mais qui, entre les lignes, disaient que bah, en fait, lire un récit comme ça m'a un peu fait bouger moi. Donc je me suis dit, ah, je oui. pourrais donc avoir un impact sur les gens en écrivant. Et donc c'est ce qui m'a motivé à vraiment continuer à structurer ce livre jusqu'à retrouver 12 parties, enfin, etc. J'ai voulu que ce soit un livre qui puisse faire grandir les gens. Donc, c'est pour ça qu'il y a... En fait, Thierry, celui qui a fait la préface, dit, c'est juste, c'est trois livres enchevêtrés en un, quoi. Il y a ma vie c'est ma vie. Dedans, il y a les direct live de coach et des consultants, comment ça se passe. Et dedans, il y a un peu des leçons de vie sur ben, qu'est-ce que c'est que la peur, que la perte de sens, que les angles invisibles dans sa vie, que les... Voilà. Et puis, j'ai voulu apporter aussi des notions un peu originales. Par exemple, j'explique que chez les consultants, il y a des gens qui ont des espèces de traumatismes à l'envers. C'est-à-dire que ils ont eu un jour, ils ont été premiers de classe, ça c'est souvent le truc, et ça a été tellement beau, tellement merveilleux, tellement extraordinaire. Ils ont été tellement valorisés par leurs parents que après c'est devenu un espèce d'esclavage. Il faut qu'ils soient premiers. Ouais. Donc on a à les aider à se dire que être premier c'est vachement cool, mais c'est vraiment pas essentiel. Et que dans la vie, il y a des choses beaucoup, beaucoup plus essentielles que ça. Et donc, ça, c'était l'écriture. Ah oui, oui, c'est là que j'ai fait le début. Je Ouais, voulais donc juste sur la question de inviter tout l'écriture, le ouais. monde d'aller sur ton profil LinkedIn, où on peut toujours retrouver les extraits de ton Ouais, livre. Il y a aussi des vidéos qui sont très intéressantes, où tu racontes bon, les séances qu'on retrouve après dans le livre. En tout cas, il y a beaucoup de contenu très intéressant et très inspirant sur ton profil LinkedIn qui est Stéphane Broutin, tout simplement. voilà, tout simplement. Ouais. Voilà. Et Et donc, donc, la partie j'ai un peu dévié de ta écriture, question, donc ouais, pour y répondre. oui, mais je vais te remettre sur mes rails, ne t'inquiète pas. Tu as écrit le livre, ça a été la partie plaisir, et ensuite, il fallait l'éditer. Il y a des fois maintenant des gens qui me disent comment on fait pour trouver la force pour écrire et tout ça. Je crois qu'il y a vraiment un truc à retenir, c'est que c'est pas très difficile d'écrire un livre quand on sait de quoi on parle, mais c'est extrêmement difficile de s'asseoir pour écrire. D'accord. Tous les efforts doivent porter sur le fait que j'ai décidé que demain à 9 heures j'écrivais, et ben à 9 heures et pas 9h01, je suis devant mon ordinateur. Donc, Ça, c'est l'indiscipline. vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment dur. Et l'autre idée, c'est que beaucoup de gens disent qu'ils veulent pas écrire parce qu'ils n'ont pas d'idées. Mais les idées viennent quand on s'assoit, c'est l'inverse de ce que tout le monde croit. C'est-à-dire, il faut d'abord Ouais. décider qu'à 9 heures on sera assis. Effectivement, de 9 heures à 9h03, on est paumé, on ne sait pas quoi écrire. Puis à 9h03 et 30 secondes, on a une première idée. À 9h05, on a 5 idées. Et puis à 9h10, on écrit. Et puis voilà, et puis c'est parti. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas se lever à 9h05 en disant je vais prendre un café parce que je ne sais pas. Et à 9h06, je vais passer un Voilà. coup de fil. Et je m'assois pour écrire de toute façon. Ouais. Et après, ça peut très vite être pas si compliqué que ça. Et une fois qu'il est écrit ce livre, qu'est-ce qu'on fait? Alors, bah déjà, il y a plein d'itérations hein, pour l'écrire.
Faut pas vouloir écrire joli tout de suite. Faut pas hésiter à écrire un livre en langage petit nègre, parce que ça sera une deuxième étape que de le relire et d'améliorer, d'améliorer son texte. Faut pas vouloir forcément l'écrire dans l'ordre. Il y a un merveilleux logiciel qui s'appelle Scrivener qui permet d'écrire dans tous les sens. Euh, pour moi, c'est une hérésie d'écrire un livre sous Word. Il faut vraiment un logiciel exprès, quoi. Word, c'est fait pour écrire une lettre, c'est pas fait pour écrire un long écrit. Ouais, Voilà. Et puis, dans les grands projets, alors quand on accompagne des gens en coaching, on le sait, les grands projets, souvent au dernier moment, il y a une catastrophe qui arrive. ouais, Et il faut tenir la catastrophe. Et donc, attendez-vous. Alors, pour moi, la catastrophe, ça a été. Donc, je décris des méthodes extrêmement précises qui sont au mot près, avec des questions que je connais au mot près, etc. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ces questions au mot près étaient publiées dans des livres copyrightés. Et que donc, si je le publiais comme ça, c'était exactement la même chose que si j'avais fait du plagiat. ok. Et donc, il a fallu que je réécrive presque un tiers alors que j'allais le publier. Bon, c'est Oui, comme c'est ça. vrai. Voilà. Il faut. C'est pour ça aussi que tu as dit au début, j'ai tellement entendu Oui, cette interview, c'est parce que je t'ai dit à un moment, bah c'est fait, je vais le publier. Et puis juste après, j'ai dit, oh non, on va reprendre 2 mois. Là. c'est ça. Mais je trouvais admirable ta résignation à ce moment-là, parce que tu m'as dit tout simplement, écoute, il faut que je réécrive trois quarts de mon livre. Et pour moi, c'était une catastrophe. En tout cas, personnellement, je me serais dit, j'arriverai jamais. Et toi, tu t'es remis, j'imagine, le lendemain à 9 heures à ton bureau et tu as continué à écrire. Ouais. Alors j'ai un petit avantage dans la vie, c'est que on parlait en début de l'interview des méthodes de coaching, machin, c'est que je les connais et donc j'ai ressenti effectivement énormément de frustration et tout ça, mais j'ai pu la traiter avec mes méthodes. Et donc c'est aussi ça qui a permis que je rebondisse assez vite. Très bien. Donc, avec des rebondissements, le livre a été terminé. Tu as fait le choix de l'éditer chez Amazon. Ouais, et j'en suis content. En fait, il y a 3 façons d'éditer un livre. Il y a soit on se trouve une maison d'édition, mais c'était très mal barré pour moi parce que c'est vraiment un livre qui est trop ce qu'on appelle niché, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à une toute petite réalité. C'est le coaching de consultants. Hein. Ouais. Donc il y avait de fortes chances que je trouve pas de maison d'édition. Une deuxième façon, c'est ce qu'on appelle un code d'auteur, mais là, il faut avoir de l'argent. En gros, on paye une maison d'édition pour qu'elle imprime, qu'elle édite des livres, etc., etc., etc. J'avais pas forcément d'argent, j'avais pas forcément envie de passer par là. Et après, il y a Amazon. Donc, Amazon a complètement automatisé le processus d'écriture. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans le cadre de la loi, on va pas faire d'apologie du terrorisme ou de la pédophilie ou je sais pas quoi. À partir du moment où on se sent responsable de tout, c'est-à-dire même de l'orthographe, même de la mise en page, même de tout, 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 de la photo de couverture, de tout, ben, on peut dialoguer avec les robots d'Amazon et se publier soi-même. Ok. Et c'est ce qu'on appelle du print on demand. Donc le print on demand, alors ça les gens le voient pas. Les gens voient que quand ils commandent mon livre, en général, il faut attendre 2 jours, Ouais. alors qu'un autre livre, faut le lire le lendemain. Et en fait, l'explication, c'est que en fait, à chaque fois que mon livre est commandé, il y a une gigantesque machine qui va l'imprimer en un seul exemplaire et qui va l'envoyer. Ouais. Et donc, Moi, il n'y a j'avais pas. du mal à croire parce que effectivement, je l'ai commandé et je l'ai eu 2 jours plus tard. Et je me disais, c'est extrêmement court pour un livre que, au moment de la commande, n'est pas encore imprimé. Ah oui, oui, ils sont d'une efficacité. Donc voilà, donc c'est un petit côté idéal dans le sens où on ne peut pas perdre d'argent, dans le sens où les gens peuvent, presque tout le monde a un compte Amazon aujourd'hui, donc les gens peuvent le commander comme ils veulent, etc. Le désavantage, c'est qu'on n'est pas publié en librairie. Ça, il faut avoir une maison d'édition, mais c'est pas dit que ça vienne pas un jour. Parce qu'aujourd'hui, les maisons d'édition scrutent les plateformes comme Amazon, et les livres qui commencent à bien fonctionner, ça les intéresse. Hein. Bien sûr. Donc peut-être que dans un an ou deux, j'irai voir une maison qui... Et on verra 12 clés pour coacher les consultants à la Fnac. Alors, moi, j'aimerais que tu reviennes sur la préface parce que, en toute humilité, tu es passé très, très vite sur l'auteur de la préface. C'est pourtant
une personne connue et importante dans le monde du coaching. Ouais, donc c'est Thierry Chavel, qui est co-directeur donc du master de coaching développement personnel à l'Université de Paris 2, donc le master où j'enseigne. Euh, co-directeur de Paris 2, c'est déjà quelque chose de très important, mais je crois que au-delà des titres, Thierry, c'est vraiment une personne qui est rayonnante, enfin, qui, qui relie sa profonde spiritualité et le coaching en étant un vrai professionnel, en étant un vrai érudit, etc. Et donc, bah, il m'a fait l'honneur, effectivement, de préfacer très joliment ce livre Très, en très disant que, joliment. ouais, Parce ouais, que en disant que comme j'étais certainement le plus je grand. l'ai lu avec beaucoup d'attention, la préface de Thierry, c'est le mot érudit qui est sorti. Vraiment, c'est une prouesse d'écriture, de transmission d'émotions, d'amitié entre vous, de pudeur de sa part. C'est vraiment un très, très joli texte, avec évidemment beaucoup d'admiration pour ton travail. Ah, écoute, ouais, on peut pas le présenter mieux que tu le présentes, ouais. Donc, on a je pense, dit tout ce qu'il faut pour les gens qui ont envie. Trouve ton livre, donc sur Amazon, 12 clés pour coacher les consultants. Et moi, je veux ajouter pas que, parce que si vous n'êtes pas coach et si vous n'êtes pas consultant, vous pouvez également passer un excellent moment en lisant le livre de Stéphane Ouais, ouais. Broutin. Et si vous êtes coach aussi, enfin, dans le sens où ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, il y a des métiers qui sont particuliers, consultant en est un. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces particularités pour fabriquer un coaching particulier? Mais après, le raisonnement, on peut copier-coller. Je veux dire, celui Absolument. qui veut coacher ce que je veux dire, des gens qui préparent les prochains Jeux Olympiques, par Ouais. exemple. Bon, on est là aussi dans une population qui est extrêmement particulière, avec certainement des ressemblances d'élite, etc. Euh, Si vous pouviez vous aussi vous creuser la tête jusqu'à vous dire quel coaching particulier je peux inventer, ça ferait progresser notre beau monde du coaching. C'est, c'est ça. Et ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est que tu as toujours une envie de comprendre l'autre. Mhm, ouais. C'est assez classique pour le coach, mais je veux dire, quand tu dis, voilà, si vous voulez coacher telle catégorie professionnelle, allez chercher qu'est-ce que c'est la particularité de cette catégorie-là. Mhm. Et ça, effectivement, beaucoup de coachs peuvent, j'ai envie de dire, copier-coller sur leur réalité et apprendre de cette manière-là de ton beau partage. C'est ça, voilà. C'est plein de paradoxes. C'est-à-dire que coacher n'est pas conseiller. C'est-à-dire que si on coach des graphistes, l'idée n'est pas d'être soi-même graphiste. Ouais, Sinon, d'ailleurs, ce serait même dangereux. On risquerait de lui dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, etc. Or, coacher n'est pas conseiller. Coacher, c'est permettre à l'autre de grandir humainement. Par oui. contre, si on veut lui permettre de grandir humainement, ça vaut le coup de voir à quel niveau il en est. Et donc, si j'allais voir des graphistes demain, je n'en ai jamais coaché, la première question à me poser, c'est quel stress particulier ils vivent, quelles envies particulières ils ont, quelle façon de penser particulière ils ont, parce que c'est en prenant tout ça en compte qu'on va réussir à faire un coaching qui soit vraiment de valeur. Merci beaucoup, Stéphane. Est-ce que tu aurais le mot de la fin pour cet épisode de podcast? Thierry disait dans sa préface, l'auteur vous invite à dire contemplons ensemble les étoiles. Bon, je vais reprendre les mots de Thierry. Il y a vraiment plein de belles choses qui sont latentes
le coaching, c'est par essence le vecteur qui permet de se rendre compte des beautés latentes qu'il y a dans l'humanité. Et donc, ben, continuons tous à nous émerveiller sur ce qu'on peut faire pour aider un humain à grandir. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, cher Julita. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La Clé de Soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.